Il y a des façons de mourir plus ou moins douces. Un arrêt cardiaque, une embolie pulmonaire ou une balle en pleine tête. Chacune de ces morts possède évidemment un niveau d'horreur différent, mais la souffrance est quasi inexistante. A l'inverse, un coup de couteau, brûlé vif ou la noyade, c'est autrement plus douloureux, pourtant c'est ce dont il est question dans l'affaire d'aujourd'hui. Et étonnamment, ce n'est pas ce qui va vous révolter le plus. Le contexte autour de ce que je vais vous raconter est bien plus horrible encore. En Australie, au sud de Sydney, se trouve la ville de Bargo, légèrement plus enfoncée dans les terres du pays. Je vous parle de ville, mais c'est presque un village avec ses 4900 habitants. Alors fait un peu marrant, il semble qu'il n'y ait pas d'égout à Bargo. Voilà. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne du coup, mais au moins vous avez l'information. Quoi qu'il en soit, le mercredi 19 août 1992 est une belle journée. Et c'est contre-intuitif pour nous, Européens, mais nous sommes en hiver dans cette partie du globe. Ce n'est donc pas l'été, et encore moins les vacances pour les écoliers qui se sont tous rendus en cours aujourd'hui, et la petite Ebony Simpson, âgée de 9 ans, n'a pas fait exception à la règle. En fin d'après-midi, c'est donc le retour chez les parents pour tous ces enfants. Ils arrivent tous chez eux, sauf la petite Ebony qui prend du temps à revenir à la maison. Elle est peut-être restée avec des amis à la sortie du bus scolaire. Sur l'instant, personne n'est réellement inquiet, parce que la famille Simpson est installée à Bargo depuis plusieurs années à présent. 14 ans pour être précis, et il n'y a pas de raison de se faire un sang d'encre. Tout est calme dans les parages. Peter et Christine, les parents de la fillette, avaient déjà 2 beaux garçons avant qu'Ebony ne vienne au monde. Et ils se sont dit que s'éloigner de la ville en rejoignant la campagne pourrait être une excellente idée pour l'épanouissement de leurs enfants, justement. Et durant 14 ans, ils ne se sont manifestement pas trompés. Ils ont donc acheté une ferme et se sont installés dans la commune de Bargo. Sauf que ce mercredi 19 août, la plus jeune de leurs enfants n'est toujours pas rentrée. Habituellement, Christine attend sa fille à l'arrêt de bus chaque soir. Il se trouve à seulement quelques centaines de mètres de la maison, mais c'est devenu une routine pour la maman et sa fille. Seulement ce jour, exceptionnellement, Christine ne peut pas attendre Ebony puisqu'elle est en ville afin de contracter une assurance en lien avec l'activité de la ferme. C'est important et il faut régler ce souci administratif impérativement. Elle prévient ses enfants. Normalement, le trajet en bus depuis l'école ne dure qu'une dizaine de minutes, l'établissement scolaire n'étant situé qu'à 5 km de la maison, puis elle rentre tranquillement. En arrivant devant la maison, la maman remarque immédiatement que les chaussures de sa fille ne sont pas sur le perron, au niveau de la porte, alors que c'est bien l'emplacement où Ebony les range avant d'entrer. Christine apprend que le bus est arrivé en retard, mais cela n'explique pas l'absence d'Ebony. Les minutes s'écoulent, l'inquiétude grimpe après un échange avec ses 2 fils et son mari Peter. Ebony aurait dû descendre du bus pour remonter le chemin long d'environ 1 km et menant à la maison. La police est directement prévenue pendant que Christine refait le trajet en sens inverse pour s'assurer que sa fille n'est pas sur ce chemin. Elle n'y est pas. Alors elle remonte jusqu'à l'arrêt de bus, toujours aucune trace de la fillette. Il y a un ruisseau pas loin, peut-être qu'Ebony est allée jouer par là-bas, bien que sa mère en doute, parce que malgré son jeune âge, elle est tout de même responsable et écoute les instructions de ses parents. Ceci dit, cela reste une enfant. Christine vérifie, mais elle n'est pas là-bas. La maman rentre au domicile pour attendre les policiers qui ne tardent pas à venir en aide à la famille et en nombre. Ils ont bien compris que la disparition est inquiétante. Ce n'est pas forcément un acte criminel, mais la nature du pays peut être hostile, alors il faut agir rapidement. Il est 17h, cela fait 1 heure environ que la fillette a disparu. Un gros dispositif est déployé pour couvrir la zone la plus large possible, et maximiser ainsi les chances de mettre la main sur l'enfant. Immédiatement, pour comprendre comment organiser les recherches, les inspecteurs tentent d'obtenir des éléments sur l'itinéraire de la jeune disparue. En se renseignant auprès de l'école que fréquente Ebony, il semble que la fillette soit effectivement montée dans son bus depuis l'établissement scolaire. Des témoins directs, qui se trouvaient dans ce bus, confirment également aux enquêteurs qu'Ebony était présente avec eux, et qu'elle est bien descendue à son arrêt habituel, situé à l'angle de Harina et Bargo Road. Certains vont même plus loin. Ils affirment qu'Ebony a commencé à marcher en direction de sa maison, sur Bargo Road donc, ce qui laisse présager qu'elle se rendait bien directement chez elle, et qu'elle n'avait pas l'intention de faire de détour ou bien de jouer avec des camarades et
prolonger ainsi sa journée à l'extérieur. Voilà des premières indications très précieuses, qui délimitent parfaitement le périmètre sur lequel se concentrer. Un poste de commandement est établi. Un homme se présente justement au policier en expliquant qu'il rentrait chez lui tout à l'heure avec ses garçons, qui sont dans la même école qu'Ebony. L'homme raconte qu'à bord de sa voiture, il a croisé la fillette en train de marcher en direction de sa maison. Jusque-là, c'est un témoignage qui vient renforcer ce qui a été rapporté aux enquêteurs. Mais l'homme indique que ces deux fils ont salué leur voisine, qui leur a fait signe à son tour, et à ce moment, le conducteur remarque une voiture jaune sur le côté de la route. A priori, un automobiliste en panne, puisqu'il y a un individu qui se tient devant son véhicule au capot relevé. C'est très important pour les policiers parce que cela signifie qu'il y avait une autre personne sur le chemin de la petite fille, potentiellement un témoin supplémentaire ou quelqu'un impliqué dans la disparition de l'enfant. Le témoin n'est pas capable de fournir l'immatriculation de la voiture en panne. Il peut seulement indiquer que c'était un petit modèle et de couleur jaune. Son conducteur semblait seul et il s'agissait d'un homme. Il est incapable de livrer beaucoup plus de détails, puisqu'il faisait aussi attention à ce qu'il se passait à l'intérieur de l'habitacle avec ses enfants agités par la présence de leur copine. Les inspecteurs poursuivent alors leur investigation. L'une des procédures standards est bien entendu de parler avec la famille. Ils tentent de trouver l'anomalie qui aurait pu conduire à la disparition d'Ebony. Christine et Peter sont catégoriques. Leur fille a un comportement tout à fait normal, voire exemplaire. Elle est très obéissante et n'a jamais fait de bêtises majeures. Du haut de ses 10 ans, elle est rodée à la vie de la campagne et puis a pris exemple sur ses deux grands frères. Visiblement, pour les enquêteurs, il n'y a rien à creuser du côté du passé familial. L'enfant n'avait pas des envies de fugue, c'était peu probable au regard des circonstances, mais les apparences pouvant être trompeuses, il vaut mieux s'en assurer. Ce que craignent les policiers est en train de se confirmer petit à petit. L'hypothèse d'un enlèvement grimpe de plus en plus en termes de probabilité. Alors, ils se concentrent sur les indices qu'ils ont recueillis jusque-là, et qui sont principalement, voire exclusivement, les témoignages de la population. Les enquêteurs savent qu'Ebony a forcément disparu entre l'endroit où se trouvait cette voiture en panne et sa maison. Elle n'a pas pu aller plus loin que le lieu où elle habite, puisque au-delà, il y a une succession d'habitations et il y a de fortes chances pour que l'un des voisins l'ait aperçue ou bien un automobiliste. D'autant plus que c'était l'horaire au cours duquel les gens ramènent leurs enfants de l'école. C'est donc sur cette toute petite portion de route que la fillette a disparu. Après réflexion, la thèse de l'enlèvement n'est plus seulement envisagée, elle est totalement considérée et c'est cet angle que va prendre l'investigation. La petite Ebony Simpson, tout juste âgée de 9 ans, vient de disparaître ce mercredi 19 août 1992. Elle était sur son chemin pour atteindre sa maison, mais elle s'est volatilisée sur une fraction du parcours. La disparition est suspecte, au point que les policiers supposent rapidement qu'ils font face à un enlèvement. C'est terrible, choquant, et cela signifie que la fillette a sûrement croisé un prédateur. Mais il reste de l'espoir, dans la mesure où les parents ont très vite réagi en appelant la police, et les forces de l'ordre ont répondu à l'appel encore plus vite. Par conséquent, Ebony n'est portée disparue que depuis une petite poignée d'heures. Il est encore possible de la retrouver vivante. C'est donc une terrifiante course contre la montre qui s'enclenche afin de découvrir qui aurait pu en vouloir à la fillette, et surtout, où est-ce qu'elle peut bien se trouver pour lui venir en aide. Ce genre d'enquêtes sont les plus compliquées, parce qu'il y a deux objectifs à remplir en parallèle. Il est nécessaire de maintenir des recherches efficaces pour essayer de localiser Ebony ou des indices qui orienteraient les policiers, mais en même temps, il faut mener une enquête policière sérieuse afin de ne négliger aucune piste. Lorsqu'un meurtre est commis, certes, il y a une notion d'urgence plus ou moins grande selon l'individu que l'on chasse. Évidemment, il est plus préoccupant qu'un tueur en série soit dans les parages plutôt qu'un simple meurtrier. Dans tous les cas, les toutes premières heures de l'enquête ne sont pas primordiales. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un enlèvement, la victime peut être sauvée. La pression est immense et la moindre erreur peut coûter la vie à un innocent. Pour les recherches, un quadrillage est mis en place sur une zone de plusieurs kilomètres autour de l'endroit où l'enfant a disparu et tout est fouillé. Les enclos, les bois ainsi que les propriétés privées, s'il faut des mandats, ils sont délivrés dans l'instant. Le dispositif est absolument incroyable, d'autant plus pour la petite commune de Bargo, mais tout le monde est absolument déterminé à retrouver la petite Ebony. Malheureusement, durant les premières heures, il n'y a rien de nouveau. Cela fait à présent 5 heures que la petite a disparu et la nuit s'est installée, il est 21 h.
L'obscurité complique évidemment les recherches et augmente les risques de passer à côté d'un élément crucial dans cette enquête. Cependant, la nouvelle de la disparition de la petite fille s'est rapidement répandue dans les alentours. Énormément de personnes solidaires se portent volontaires pour aider les forces de l'ordre. Ce coup de main n'est pas de trop pour des policiers débordés. Grâce à tous ces volontaires bienveillants, le quadrillage pourra être plus efficace durant la nuit. Tout est millimétré pour que les équipes soient réparties de la meilleure façon possible et qu'elles ne se chevauchent pas. Ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. Gérer une foule pour des recherches au cours d'une enquête de police, en pleine nuit, cela peut vite déborder et faire perdre du temps. Et perdre du temps, c'est peut-être signer l'arrêt de mort d'Ebony. Ce n'est pas ce qui se produit. La discipline règne en maître grâce à des explications limpides de la part des inspecteurs. Tout le monde fouille le moindre centimètre carré qui lui est délégué. Dans les airs, des hélicoptères équipés de capteurs spécifiques ratissent la zone également. Ce sont des hectares entiers qui sont examinés, pour l'instant, sans résultat. En réalité, personne n'abandonnera dans la nuit, mais au petit matin du jeudi 20 août, Ebony Simpson est toujours portée disparue. Les recherches se poursuivent, l'enquête également. Les policiers essayent de savoir auprès de Christine et Peter si un événement anormal aurait pu se produire. Non pas dans la journée de la disparition, cette fois, mais dans les semaines précédentes. Peut-être qu'une personne n'étant pas du secteur aurait rôdé proche des habitations. En réfléchissant, les parents de la fillette n'ont rien aperçu. Les inspecteurs insistent. Ils expliquent qu'il n'y a pas besoin que ce soit une situation suspecte, juste un événement inhabituel. À ce moment, un souvenir remonte à Christine, qui dit avoir aperçu un homme proche de l'arrêt de bus il y a plusieurs jours de cela. Elle continue en disant qu'il était à bord de sa voiture, une petite voiture de couleur jaune, et elle précise que le capot était ouvert, comme s'il y avait un problème avec le moteur. Bien sûr, les enquêteurs n'avaient pas parlé du témoignage qui leur avait été rapporté la veille par le voisin d'Ebony qui avait également vu un homme en train d'inspecter le moteur de sa voiture jaune. C'est donc le deuxième signalement d'un véhicule de cette couleur dans la zone. Certes, à plusieurs jours d'écart et sans que l'on ne connaisse le modèle de la voiture observée le jour de la disparition de la fillette, mais dans les deux cas, la localisation est la même, le chemin qui mène à la ferme des Simpson. Les voisins sont aussi questionnés sur la présence de ce véhicule mystérieux. Eux aussi confirment qu'ils ont repéré plusieurs fois cette voiture jaune lors des semaines précédant la disparition d'Ebony. Cette voiture jaune devient un élément très important de l'enquête, un point central. Il faut réussir à savoir si elle est la même que celle vue le jour où la fillette s'est évaporée. Les enquêteurs rendent alors visite aux deux frères qui ont croisé la route de la petite fille avec leur père. Ils discutent avec eux pour essayer d'obtenir des détails sur la voiture en panne le long de la route, et ils sont capables d'en donner énormément. Cela étonne les policiers, tant par la quantité des informations que leur précision. Les garçons disent avec assurance que la voiture est une Mazda 808. Le conducteur était penché au-dessus du moteur et il tenait un outil à la main. Surtout, avec un seul passage devant cette voiture, ils sont capables d'expliquer qu'elle était en mauvais état. Déjà, elle était sale avec de la boue sur le côté qu'ils ont pu apercevoir. Mais surtout, ils indiquent qu'il y a eu du rafistolage sur la carrosserie. À l'évidence, pour eux, elle a été repeinte à plusieurs endroits, et les couleurs ne correspondent pas totalement. Sur certaines parties de la voiture, il y a du jaune ocre. Ces enfants ont réussi à observer tout ceci en une poignée de secondes seulement. Ce sont des renseignements qui ont une valeur inestimable dans une enquête de police. Un groupe d'enquêteurs se penche alors aussitôt sur le modèle du véhicule pour retrouver précisément la voiture en panne proche du lieu de la disparition de la fillette. Un autre groupe retourne auprès de la famille Simpson afin de récolter des détails supplémentaires sur les habits que portait Ebony ce jour, ce qu'elle avait dans son cartable, tout ce qui pourrait servir d'indice. Les heures continuent de s'écouler. Cela fait à présent 18 heures que la fillette a disparu. Les recherches ne baissent pas en intensité. De nouveaux groupes sont constitués et de nouvelles zones encore inexplorées sont fouillées. Mais les anciens secteurs sont aussi vérifiés une seconde fois. Le poste de commandement continue d'accueillir les volontaires, les témoins bien sûr, mais aussi les policiers qui affluent en renfort. Un groupe d'inspecteurs arrive, les consignes leur sont transmises. Il leur est expliqué qu'une petite fille a disparu. Elle s'appelle Ebony Simpson, une description est donnée de l'enfant, ses habits, etc. Ensuite, le second objectif leur est exposé, trouver une voiture jaune, une Mazda 808. Au moment où cet élément est mentionné, l'un des policiers répond « Une Mazda 808 comme celle garée juste là ?»
À même pas 50 mètres du petit groupe, il y a effectivement une voiture qui ressemble à une Mazda 808, et elle est jaune. La coïncidence est absolument inouïe, mais il y a très peu de chances pour que le ravisseur de la petite Ebony se trouve garé ici, alors que la moitié de la région cherche sa voiture. Et puis, les recherches pour l'enfant ont démarré rapidement. Il n'aurait pas eu le temps de cacher la fillette, ou pire, puis de revenir au poste de commandement. Mais bon, par mesure de précaution, les policiers vont tout de même contrôler cette voiture garée tout proche. Pendant ce temps, il est demandé à Christine de décrire, avec le plus de détails, l'homme qu'elle a aperçu ce jour-là, proche de l'arrêt de bus et qui était en panne avec sa voiture jaune. Ces détails physiques permettront l'établissement d'un portrait robot afin d'orienter correctement les enquêteurs sur le suspect à rechercher. La mère d'Ebony est capable de fournir une description très précise. Le croquis est extrêmement parlant et nul doute qu'il sera très utile si un suspect venait à être interpellé. Et ce portrait robot s'apprête à servir bien plus rapidement que ce que l'on pourrait penser. La petite Ebony Simpson a disparu depuis 18 heures désormais, mais les forces de l'ordre et les volontaires de la région mettent les bouchées doubles pour retrouver sa trace. Un suspect, encore non identifié, est sur le radar de la police. C'est cet homme, tombé en panne avec sa voiture Mazda 808 jaune sur le chemin de la petite. Justement, une voiture similaire se trouve au niveau du poste de commandement, là où les gens se garent pour participer aux recherches. Les enquêteurs inspectent donc ce véhicule sans grand espoir d'y faire une découverte qui renversera l'enquête. Dans le même laps de temps, Christine vient de fournir tous les éléments nécessaires pour la création d'un portrait robot. Le croquis est présenté aux inspecteurs qui tombent alors des nues. L'homme dessiné sur ce morceau de papier, ils viennent de lui parler il y a quelques instants tout juste. Il faut le retrouver. Sa voiture est encore là. Christine est amenée à l'endroit où elle est garée et il lui est demandé si c'est ce véhicule qu'elle a aperçu. Seulement, la femme dit que c'est similaire à ce qu'elle a observé, mais elle est incapable d'affirmer si c'est cette voiture exactement. La voiture jaune, un portrait robot ressemblant comme 2 gouttes d'eau à son conducteur, l'homme est retrouvé parmi les volontaires. Il est amené devant sa voiture, et il confirme qu'elle est à lui et il coopère sans sourciller. Les enquêteurs observent bien son comportement. Il n'est pas nerveux du tout, il répond à toutes les questions de ceux-ci, notamment sans hésitation, sans être évasif, et ne s'oppose pas une seule seconde lorsqu'il lui est demandé d'ouvrir le coffre. Cette partie de la voiture est inspectée, mais manifestement, il n'y a rien de suspect à l'intérieur. Pas de traces étranges, pas de cordes ou de matériel pouvant servir à maintenir une enfant captive. Le véhicule est tout de même amené au poste de police pour que des vérifications médico-légales puissent être entreprises. Empreintes digitales, fibres, traces biologiques, vêtements ou objets appartenant à Ebony, tout l'habitacle est passé au peigne fin. Des photos de la voiture sont prises également pour la diffuser au journal télévisé du soir. Les inspecteurs ne veulent pas se concentrer uniquement sur cet individu. Bien qu'une certaine suspicion se soit abattue sur lui quelques instants, rien n'a été trouvé et s'il n'est pas mêlé à l'enlèvement, ce serait beaucoup de temps perdu pour les autorités. Peut-être que le public a observé un véhicule de la sorte également. Grâce aux médias, d'autres pistes pourraient donc émerger. Dans le même temps, l'homme est également conduit au poste de police pour un interrogatoire. Évidemment, son attitude est toujours observée, parce que s'il est resté calme lors des premières questions à l'extérieur, une fois dans les locaux de la police, l'ambiance est tout autre. Pourtant, l'attitude de cet homme ne varie pas. Il reste calme, répond à toutes les questions avec précision et les enquêteurs commencent à songer que l'individu pourrait être un témoin plutôt qu'un suspect. Les questions sont directes. Où étiez-vous le jour de la disparition d'Ebony Simpson? Où est la fillette? Tout est fait pour le déstabiliser, mais l'homme tient bon. Au gré de l'interrogatoire, les enquêteurs en apprennent plus sur l'individu. Son identité est confirmée. Il s'agit d'Andrew Garforce. Il n'est arrivé dans la région que depuis quelques mois, accompagné de sa femme ainsi que ses 2 enfants. Ensemble, ils résidaient de l'autre côté du pays sur la côte ouest de l'Australie avant d'atterrir à Bargo. Et c'est tout. Il n'y a pas réellement d'autres informations. A priori, il n'a jamais eu affaire aux forces de l'ordre, c'est un mari rangé et les enquêteurs commencent à craindre qu'ils font fausse route. Pour en être définitivement certain, les inspecteurs vont agir comme si cet homme de 29 ans était le principal suspect. Ils lui demandent concrètement de décortiquer le plus précisément possible ses mouvements le jour de la disparition d'Ebony. L'homme raconte alors qu'il s'est rendu au centre de Bargo pour louer une cassette dans un vidéoclub autour de 15h45.
Il décrit son itinéraire, mais sur le coup, les inspecteurs ont du mal à saisir pourquoi il a fait un détour et n'a pas emprunté l'itinéraire le plus direct. Ils finissent par saisir, sans le faire remarquer à Andrew Garforce, l'itinéraire le plus direct l'obligeait à passer par Harina et Bargo Road, l'endroit de la disparition d'Ebony Simpson. Les enquêteurs font comme si de rien n'était. Ils continuent de poser leurs questions, puis reviennent sur le chemin parcouru par l'individu. Ils demandent simplement s'il est possible pour lui de répéter la route qu'il a empruntée, mais l'homme change alors complètement sa version. Cette fois-ci, il est bien passé par Harina Road. Pourquoi change-t-il de version ? S'est-il trompé, ce qui ne serait pas surprenant avec l'interrogatoire de police, ou a-t-il compris que sa première version aurait pu être facilement vérifiée et donc exposer son mensonge ? Impossible à savoir pour le moment, mais un changement de version est toujours suspect pour la police. Sauf que les inspecteurs n'ont pas le temps de réagir à ses propos. Andrew Garforce leur dit qu'il lui faut 10 minutes approximativement pour se rendre au vidéoclub, que sur son chemin retour, il a croisé la petite fille. Il s'est alors arrêté pour mettre de l'huile dans sa voiture, puis quand elle est arrivée à proximité de lui, il l'a attrapée puis l'a jetée dans le coffre de sa voiture. Une fois enfermé dans le coffre, l'homme a repris la route. Il indique qu'Ebony lui a demandé s'il allait la laisser partir, ce à quoi il a répondu qu'il ne savait pas. Ses aveux sont terribles. En dehors des locaux de la police, ce sont plus de 300 personnes qui s'agitent pour trouver trace de la petite fille qui malheureusement a bien été victime d'un acte criminel. Désormais, il est nécessaire de savoir où elle se trouve et surtout si elle est encore en vie. Le temps presse, mais Garforce n'est pas brusqué pour autant. Il faut qu'il parle, et la dernière chose que souhaitent les inspecteurs qui l'interrogent est qu'il se braque et se taise. Il y a une chance pour que la fillette soit encore en vie, et il compte bien la saisir. Le suspect continue donc de parler. L'homme dit avoir roulé à peu près 6 km pour atteindre le barrage de Nepean. Arrivé là-bas, il explique qu'il a utilisé des fils électriques pour attacher les mains et les pieds de l'enfant. Une fois que cela a été réalisé, il l'a sorti de la voiture et s'est approché du point d'eau. Il tient fermement Ebony, qui ne peut rien faire, étant totalement entravée, puis il a simplement jeté la fillette dans l'eau, avec les mains et les pieds attachés dans le dos. D'après Garforce, il l'aurait donc froidement emmené se noyer au milieu de l'eau d'un barrage. Ses aveux sont absolument atroces. Il est 23h, cela fait à peu près 31 heures qu'Ebony a disparu, et la police fonce sirène hurlante vers l'endroit décrit par le suspect. Il faut y aller le plus rapidement possible parce que même si elle a simplement été jetée ainsi dans l'eau, par miracle, il se pourrait qu'elle ait réussi à défaire ses liens ou se débattre pour atteindre la rive. Il faut vérifier, d'autant plus que Garforce est disposé à indiquer le lieu avec précision. Il fait nuit, seules les lampes de poche de la police permettent d'avancer dans cette zone boisée, et finalement, un point d'eau est atteint. Au fond d'eux, les enquêteurs espèrent tout de même 2 choses. La première, qu'ils soient face à un menteur qui souhaite se donner de l'importance. Mais cette idée est vite oubliée. Qui ferait des aveux de cette nature pour apparaître sur les gros titres des médias ? La seconde, c'est l'espoir qu'Ebony soit parvenue à sauver sa propre vie. Une fois devant l'étendue d'eau, cependant, cette probabilité diminue drastiquement. En plein milieu flotte la boîte à déjeuner de la fillette. Quand bien même elle serait parvenue à sortir de l'eau, la température est trop basse. Il n'y a quasiment aucune chance pour qu'un être humain survive dans de telles conditions. Dans un silence à glacer le sang, tout le monde essaye de repérer le moindre mouvement. Dans l'eau, sur la berge, mais il n'y a absolument rien. Et tout le monde comprend alors que le cadavre d'une fillette de 9 ans se trouve sûrement au fond de ce lac. Le ravisseur se transforme donc en tueur. Andrew Garforce se tient sur la berge en décrivant calmement les gestes qu'il a réalisés pour ôter cruellement et d'une des manières les plus horribles, la vie de cet enfant. Les policiers continuent d'observer son attitude et sont stupéfaits par la froideur avec laquelle il décrit tous ces événements. Il ne montre aucun remords et agit presque comme un robot en mimant les gestes qu'il a eus. Désormais, il y a 2 tâches particulièrement dures à réaliser pour les autorités. Trouver le corps de la petite Ebony et informer sa famille qu'elle ne reverra plus jamais vivante la petite dernière. Andrew Garforce, quant à lui, sera encore entendu, parce qu'il faut bien comprendre la raison qui l'a poussé à agir ainsi, et il y en a une des plus sordides. Tristement, la petite Ebony Simpson, âgée d'à peine 9 ans, a été tuée sur le chemin retour de son école. Elle a croisé la route d'un sadique nommé Andrew Garforce, qui a décidé de la jeter dans l'eau vivante, mais tout en s'assurant que la fillette n'aurait aucune chance d'éviter la noyade. Résultat des courses, un meurtre absolument terrible vient d'être commis.
La famille Simpson est informée le 21 août 1992, à 2h du matin, que leur fille est décédée. Le tueur n'est autre qu'un profil que personne n'aurait anticipé. Un homme marié avec 2 enfants, Andrew Garforce. Et pourquoi a-t-il tué cette enfant innocente qui rentrait simplement chez elle? La réponse, il va à nouveau la donner à travers des aveux lors d'un second interrogatoire. Il répète les événements. Il a croisé Ebony, l'a capturée en l'enfermant dans son coffre, a conduit jusqu'au barrage, l'a ligotée, et c'est là qu'il ajoute une étape parce qu'il ne l'a pas immédiatement jetée dans l'eau après l'avoir attachée. Il lui a ôté ses vêtements pour commettre une agression sexuelle sur l'enfant mineur avant de la jeter au milieu de l'eau pour qu'elle se noie. Andrew Garforce est inculpé pour le viol et le meurtre de la petite Ebony Simpson. La nouvelle fait évidemment le tour de la région et c'est une haine immense qui grandit parmi la population. Le calvaire qu'a vécu cette pauvre enfant choque tout le monde. Des gens demandent à ce qu'on fasse la même chose au tueur, qu'on le jette dans l'eau, pieds et poings liés, pour voir comment il s'en sortirait lui. Les habitants de Bargo n'hésitent pas à crier à la mort de cet individu. Ce qui s'apprête à être découvert par les policiers, qui continuent d'ajouter le maximum de preuves à charge contre Garforce, malgré ses aveux, en espérant le faire enfermer le plus longtemps possible, est tout simplement révoltant, et ne va faire que renforcer la haine du peuple contre cet homme. Dans le cadre de l'enquête, pour compléter le dossier de l'accusation, les images de vidéo du poste de commandement, avec les consignes données aux volontaires aidant à la recherche de la petite Ebony, révèlent la présence d'Andrew Garforce parmi les personnes se faisant un sang d'encre pour l'enfant et tentant de la retrouver. L'accusé n'était pas simplement sur place pour essayer de récolter des informations à propos de l'enquête, il se tenait là, au milieu de 50 ou 60 personnes, prêts à partir à la recherche de la fillette qu'il venait tout juste d'assassiner par l'une des morts les plus horribles qui soient, la noyade. Différents témoignages permettent de confirmer qu'il a bel et bien participé activement aux recherches pour Ebony. Andrew Garforce est une personne absolument dénuée d'empathie. Comment est-il possible de se rendre aux recherches de la fillette qu'il vient de tuer ? C'est incompréhensible pour le commun des mortels. Cela colle néanmoins avec son attitude lorsqu'il a expliqué aux enquêteurs la façon dont il avait pris la vie de la petite Ebony, où il y avait une absence totale de remords. C'est d'ailleurs la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour la famille Simpson, qui recherche du soutien tant ces informations sont absolument immondes. Seulement, très rares sont les personnes à avoir vécu des événements aussi horribles. Cela prendra un peu de temps, mais finalement, d'autres familles de victimes ayant dû faire face à des actes similaires rejoignent les Simpsons et ils formeront un groupe qui viendra ensuite en soutien à toutes les familles devant se relever suite à ce genre de peine immense. Mais il va falloir affronter une dernière fois le monstre qui a froidement assassiné leur petite fille parce que son procès débute. Il y a les aveux qui sont présentés, bien entendu, seulement des preuves médico-légales ont aussi été relevées à l'intérieur de la voiture. Il est prouvé qu'Ebony a été enfermée dans le coffre grâce à une empreinte palmaire découverte à cet endroit. Des empreintes digitales sont aussi prélevées, ce qui ne laisse plus aucune place au doute sur ce point. Ensuite, il est démontré également que la fillette s'est tenue au bord de l'eau, puisque des traces de semelles correspondant aux chaussures de la victime ont été détectées à l'endroit indiqué par l'accusé, Andrew Garforce. Juste à côté des traces de pas d'Ebony se trouve celle du tueur. Dans les chaussures qu'il portait d'ailleurs, un cheveu blond appartenant à l'enfant est aussi découvert. L'homme était également équipé d'un pull gris sur lequel un nouveau cheveu d'Ebony est retrouvé, ainsi que de la boue similaire à celle du lieu du crime. Sur l'une des branches d'un arbre situé sur la rive du lac, des fibres correspondant à la matière du pull gris de Garforce sont découvertes et versées au dossier, qui est plus que solide à présent. La culpabilité de l'accusé devient presque irréfutable avec l'ADN qui vient enfoncer le clou puisque l'empreinte génétique de l'homme est retrouvée sur l'enfant, ce qui vient totalement étayer les aveux faits quelques jours auparavant. Le dossier est en béton armé et même l'accusé ne nie aucun de ces faits incriminants. S'il le fait, c'est pour une raison révoltante une nouvelle fois. J'y viens. Andrew Garforce a plaidé coupable sans surprise. La peine de mort n'existe plus en Australie, malgré le débat relancé au sein de l'opinion publique suite à cette affaire atroce. Logiquement, Andrew Garforce est condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Sauf qu'en réalité, la perpétuité en Australie, cela ne signifie pas rester en prison tout le reste de sa vie. En général, au bout de 14 ans environ, des prisonniers avec ce genre de peine réussissent à sortir. C'est ce que dit Andrew Garforce à sa femme, « Je te reverrai dans 14 ans ». Cette phrase est immonde, parce que cela signifie qu'il se fiche du meurtre qu'il vient de commettre.
Il savait précisément ce qu'il encourait et apparemment, il a l'air de s'en satisfaire. Et bien entendu, si Andrew Garforce sort effectivement au bout de 14 ans, ou même 20 ans, l'Australie verra sa population se révolter. Ce genre de cas sont de ceux qui font évoluer la loi. Et un texte est immédiatement voté pour que cet homme ne revoie jamais le jour. Il est le premier dans cette partie du pays à réellement être condamné à la prison à vie au sens littéral du terme. Malheureusement, cela ne ramènera pas Ebony Simpson. D'ailleurs, l'avocat de la famille, après le procès, tiendra ces mots marquants. Ebony a été condamnée à la mort, la famille Simpson a été condamnée à la prison à perpétuité et Andrew Garforce a été logé et nourri. Voici pour cette histoire qui compte tout de même parmi les plus terribles de la chaîne. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez Australie en commentaire pour montrer que vous êtes les meilleurs. Vous pouvez aussi vous abonner si vous avez aimé que je vous raconte cette histoire. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Bye.